Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique. Bon, bonjour à vous. Nous, on entend des rires ces 2 jours. Même ce matin, j'étais assis, je me disais, ouais, écoutez, on se répète, mais on ne va jamais, au grand jamais, être fatigué de se répéter. Parce que c'est à ce prix que les gens auront la bonne compréhension. C'est à ce prix que les gens pourront prendre les bonnes décisions. C'est à ce prix que nous pourrons nous en sortir. C'est à ce prix que nous pourrons évoluer. Je me pose des questions en permanence. Est-ce que les gens, quelquefois, n'ont pas honte de savoir que nous sommes le peuple qui a été esclavagé? Après l'esclavage, nous avons été colonisés et dominés. Après tout ça, nous sommes le peuple maltraité et martyrisé, qui ne peut même pas jouir de ses propres ressources. Et un peuple qui dort sur l'or, sur le pétrole, sur le manganèse et sur d'autres ressources précieuses, mais qui ne peut pas trouver son chemin, qui est obligé de mendier. Un peuple qui est devenu, comme, vous m'excusez de l'expression, la poubelle de l'humanité. Et un peuple qui n'a même pas de voix. Parce que même dans les grandes décisions, même dans les instances censées être là pour établir l'équilibre entre les nations, nous n'avons pas de mot à dire. Ça ne vous fait pas réfléchir? Ça ne vous fait pas mal? Et à chaque fois qu'une génération plus éveillée, plus instruite, commence à se développer, à se faire entendre, il crée des situations pour nous occuper au point qu'on ne puisse même plus penser à notre quotidien, à notre devenir, à tout ce que nous subissons comme humiliation. Et on a chez nous des gens qui vont vous dire que non, ce sont des partenaires, ils sont là pour nous aider. C'est pour ça que j'ai ironisé en prenant l'exemple du pont Alassane Dramane Ouattara. Parce ceux qui disent qu'on n'a qu'à s'occuper d'autres sujets qui nous regardent, ça aussi ça nous regarde. Jour et nuit, des gens sous la protection d'Ado vilipendent nos nations. Jour et nuit, des gens violent notre intégrité. Jour et nuit, les gens, depuis là-bas, font la communication au bénéfice des terroristes. Voilà, donc s'ils s'impliquent dans ce qui se passe dans nos pays, nous allons aussi prendre leur cas comme cas d'école, comme exemple, pour montrer aux gens un peu la supercherie. Vous avez vu, l'Agence française de développement avait, en collaboration avec une autre structure française, débloqué des ressources pour construire le pont. Et le marché du pont a été donné à qui? À Bouygues, une société française qui a amené ses ingénieurs et autres pour faire le pont. Ça veut dire ils ont décaissé l'argent, mais l'argent repart encore dans leurs caisses à travers leurs banques, leurs sociétés et autres. Les entrepreneurs ivoiriens n'ont pas profité de ça, même un tout petit peu. C'est juste un exemple, c'est ce que nous avons vécu depuis des décennies dans l'ensemble des pays. Mais le pire encore, c'est que c'est surfacturé. Et en plus de ça, cette entreprise ne va pas payer les impôts en Côte d'Ivoire après l'exécution du marché. L'entreprise ira payer les impôts en France. Pourquoi? Au nom de la non-double taxation. Voici toute la supercherie. Voici ce qui nous a contraints à rester, à demeurer des nations sous-développées, selon leur propre expression. C'est ce qui nous a valu le classement parmi les nations les plus pauvres et surendettées. Alors que nous dormons sur des richesses, nous dormons sur des gisements d'or. Nous sommes des nations que la nature a comblées. Mais on nous dit que nous n'avons pas d'expertise. Alors que nous avons des écoles, même avant les indépendances. Nous avons formé toutes sortes de cadres, des scientifiques, des économistes, des ingénieurs. Mais ils sont où? Ils sont où? Pourquoi ça ne décolle pas? Et des gens veulent vous convaincre que c'est cette routine qui est bien pour nous. Continuer de former des ingénieurs, des scientifiques à nos frais et qu'on nous retire les meilleurs pour les envoyer ailleurs. Parce que soi-disant chez nous, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'avantage. Et continuer à nous demander à venir nous endetter pour encore reprendre cet argent qu'on nous a présenté, que de façon hypocrite, d'abord on présente comme si c'était de l'aide, qu'on entoure cet endettement-là de clauses
qui veulent que les marchés pour l'exécution et des projets concernés par ces financements repartent à ceux qui nous ont donné l'argent. Et dans cette même hypocrisie, il y a un système qui fait que les entreprises issues de ces pays qui vont venir récupérer l'argent que ces pays nous ont emprunté à des taux parfois incroyables ne vont même pas payer l'impôt chez nous. Et les gens, quand vous leur parlez de toutes ces situations, ils vous disent, la France nous fait quoi? Occupez-vous de votre problème. La France n'a rien à voir avec. Mais écoutez, c'est simple. La France n'a rien à voir avec ce que nous faisons, d'accord. Acceptons. Mais la France a quelle difficulté à nous laisser en paix? La France a quel problème à nous laisser continuer sur notre chemin? Mais chez nous même, les gens même, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris une pleine conscience de la situation. Au niveau de ces pays-là, de la presse jusqu'aux ONG, ils sont toujours au service de leur nation et de leurs intérêts. Sans ça, la France ne pouvait pas passer par des ONG pour introduire des armes au Nigeria lors de la guerre du Biafra. La France ne pouvait pas passer par des ONG pour introduire des armes dans d'autres nations en temps de guerre. Et c'est à nous, naïvement, que nous, nos propres compatriotes, vont essayer de nous dire non, il ne faut pas trop regarder les activités des ONG, ils sont juste là pour nous aider. Il n'y a pas d'aide gratuite. Hein. Aucune aide n'est gratuite sur cette terre. Le don n'est jamais gratuit. Même dans sa forme la plus généreuse du don, le donateur espère au moins une récompense de Dieu. Mais un don gratuit, ça n'existe pas. Le don est toujours entouré de quelque chose d'autre. Et surtout nous, revenons encore aux différents soutiens que les différentes branches de la République, de la société française apportent à l'ère politique. L'ère presse vilipende systématiquement toutes les nations qui refusent de s'aligner derrière leur vision. Et c'est chez nous que les gens vont venir s'asseoir pour copier et coller ce que ces propagandistes ont pondu pour leur propagande dans nos nations. Et quand on veut les appeler à la raison, ils sortent vous dire non, c'est au nom de la liberté d'expression. Liberté d'expression. Vous pensez que la liberté d'expression, c'est ça? Est-ce que vous pensez que même la liberté d'expression est réelle dans ces nations? Vous avez vu des exemples? Les télévisions, les radios et autres, qui ne rentrent pas dans le moule de leur propagande, ont été interdits, même dans ces pays. Et nous, chez nous, on veut qu'on accepte le laisser-aller. Un laisser-aller qui ne nous arrange pas forcément, qui n'arrange pas nos nations, qui répond la plupart du temps aux besoins du dominateur, du colon, qui nous a toujours humiliés, qui nous a toujours exploités et maltraités. Dans cette affaire d'uranium du Niger, quand le Niger a demandé à Orano de plier bagage et que le Niger a fait le choix de prendre possession de ces mines, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la presse locale, de la presse sous-régionale, personne n'a soutenu la décision du Niger. Personne n'a apprécié ça. Personne n'a communiqué pour aller dans le sens de saluer en tout cas cette nouvelle forme de lutte qui vise à donner au peuple nigérien l'autorité sur ses richesses. Mais la France, elle s'apprête à essayer de présenter ça autrement. Et même ce matin, ils sont sortis avec d'autres articles pour nous pomper l'air, pour dire que la Mongolie vient de signer un accord historique avec Orano que le Niger a chassé pour exploiter de l'uranium en Mongolie. Ça m'a fait rire. Et nos gens ne vont pas encore rebondir sur ça parce que beaucoup de gens pensent que l'information, la communication, c'est pas important. Alors que c'est important. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la perfidie. C'est une façon de dire, on s'en fout de votre uranium. Mais ils vous ont pas tout dit. La France exploitait l'uranium nigérien et l'État du Niger avait seulement 12% de part dedans. Et même dans ça, il y a des gymnastiques qui sont là, que vous ne pouvez même pas imaginer. La compagnie avait des avantages
que vous ne pouvez même pas imaginer, qui rendait faible le rendement pour l'État du Niger. 12%. Mais en Mongolie, où ils sont allés signer l'accord là, d'abord, la Mongolie n'a même pas 1/10 des réserves d'uranium du Niger. Ça, c'est un. Au niveau de la quantité, déjà, il y a un problème. Deuxièmement, en Mongolie, ils ont 35%. Pas l'État, hein. La société Orano a 35%. Alors qu'au Niger, la société Orano, durant toutes ces décennies, avait 88% des parts. Et les autres avantages que la société avait au Niger, elle ne les a pas là-bas. Donc, ce qu'ils refusent de faire chez nous, le prix auquel ils refusent d'acheter l'uranium, c'est à ce prix qu'ils préfèrent aller l'acheter ailleurs. Et pendant ce temps, ça fomente des coûts, ça monte des gens, ça crée des tensions, ça amplifie les voix de ceux qui veulent coûte que coûte nous déstabiliser, dans l'espoir que un jour ils puissent réussir. Parce que si quelqu'un a pu sortir sur une télévision française à ce 21e siècle pour affirmer, en tant qu'expert du renseignement français, que maintenant que leurs forces armées ne sont plus otages entre griffes au Niger, ça va leur donner la latitude, cette fois, il a bien dit cette fois, d'entreprendre des actions de déstabilisation, cette fois, beaucoup plus clandestines. Ça n'a pas attiré votre attention. Ce n'est même pas le sens même de ce qu'il a exprimé comme futur projet de déstabilisation qui allait être organisé contre le Niger. Dans son affirmation, en disant que cette fois beaucoup plus clandestine, il admet clairement qu'ils ont toujours organisé des actions de déstabilisation, mais c'était pas clandestin. Effectivement, c'était pas clandestin. Maintenant, ils sont obligés de passer dans la clandestinité. Et il n'y a pas d'action de déstabilisation qui dépasse le fait de prendre en otage des nations entières, de prendre en otage leurs économies, de les contraindre à vivre de dettes et d'exploiter de façon abusive les ressources de ces nations, de détourner les ressources de ces nations. Et nous avons nous-mêmes nos propres gens qui vont s'asseoir pour vous dire non, notre priorité, c'est l'insécurité, ça n'a aucun lien. Mais c'est un lien. Si nos ressources étaient exploitées convenablement depuis longtemps, si le peuple profitait de ces ressources, si nous avions eu l'opportunité des indépendances à maintenant industrialiser nos pays, qui va avoir le temps pour aller en brousse prendre une arme? Ils vont manipuler qui avec des miettes pour pouvoir se retourner contre son propre peuple? Donc résolvons le problème à la source. Résolvons le problème à la source au même moment que nous sommes en train de mener la guerre. Parce que cette guerre que ces gens travaillent à saboter, cette guerre dont ils font tout pour que nous ne puissions pas la gagner, même si nous la gagnons, et nous allons indéniablement la gagner, et que nous n'avons pas pris des mesures, ils passeront par d'autres stratégies pour créer d'autres guerres sur nos terres. Ici, dans un monde moderne, 21e siècle, où il y a eu une catastrophe incroyable au Rwanda, un drame indescriptible qui est le génocide rwandais. Un ex-légionnaire français est sorti sur une chaîne de télévision publique française pour dire clairement qu'ils avaient armé les génocidaires. La CPI a fait quoi? Le monde entier a fait quoi? L'ONU a fait quoi? Les nations africaines, à travers l'Union africaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucune responsabilité, aucune explication, aucune réparation. Et les gens estiment que non, il faut toujours soutenir la France, il faut faire avec. Comme si nous étions des accompagnants sur cette terre. Des gens vont venir essayer de nous convaincre que le chemin du développement passe nécessairement par ceux qui eux-mêmes sont dépendants d'autres nations. Parce que le président français, à la prise du pouvoir du président Trump
Trump contre qui la presse française a travaillé d'une façon incroyable, sans jamais pouvoir faire éviter son élection. Mais la presse française a fait tout ça là. Dans l'intérêt de qui? De la République française. Mais à l'élection de Trump, comme je le disais, Macron est sorti pour convoquer une rencontre d'urgence entre les leaders européens, pour dire que l'Europe était seule et responsable de sa défense et qu'ils ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité à une puissance comme les États-Unis, qu'ils ne peuvent pas indéfiniment compter sur les alliances et que l'Europe doit se préparer et trouver des voies et moyens pour s'en sortir seule. Mais ça doit nous parler. Et pendant ce temps, chez nous, nous avons des gens qui essayent de nous convaincre jour et nuit que non, on ne doit pas s'unir pour trouver un chemin à nous. On ne doit pas trouver des voies et moyens pour créer le développement endogène pour nos nations et nos populations. Et qu'on doit toujours dépendre d'une ex-colonie. Une colonie qui nous, d'un ex-colonisateur, un ex-colonisateur qui nous a esclavagés, qui nous a torturés, qui nous a humiliés, qui a déporté nos grands-parents de force pour aller combattre pour elle dans sa guerre. Je vais toujours revenir sur ça parce que c'est la phase la plus douloureuse même de nos liens avec cette France-là. Parce que pendant que les gens étaient dans des chaînes chez nous et dominés, pendant que les gens n'avaient pas d'indépendance, pendant que le colon prélevait des impôts sur le bétail des éleveurs, sur les produits des agriculteurs et des fermiers, pendant ce temps, elle prend des hommes chez nous pour qu'ils partent se sacrifier, pour qu'elle puisse rester libre. Et de façon hypocrite, après ça, quand les gens sont revenus à Dakar et que les gens ont osé demander leur solde, ils ont fait fusiller des ex-tirailleurs, sans jamais reconnaître les responsabilités dans ça. Et quand tu veux parler de ça, les gens disent non, en fait, ça c'est du passé. Qu'est-ce qui est passé? Notre présent est la conséquence directe de notre passé. Et tant que nous n'allons pas prendre conscience de la nécessité pour nous de nous inspirer de notre passé, de nous inspirer de ce que les gens ont eu à nous faire comme tort pour tracer notre chemin, on ne va jamais s'en sortir. Ils vous ont esclavagé, après ils vous ont dit que l'esclavage a été aboli. Mais ça n'a pas empêché qu'ils vous colonisent. Ça veut dire que quand ils avaient dit que l'esclavage a été aboli, c'était pas l'esclavage qui était aboli, mais c'est le fait de vous prendre pour aller vous vendre sur des marchés à l'extérieur qui était aboli. Maintenant, plutôt que de vous prendre pour vous amener dans des plantations de canne à sucre ou de coton, ils avaient opté pour une nouvelle forme d'esclavage qui consistait à vous utiliser sur place, dans vos maisons, dans vos champs, sur place, pour que vous puissiez continuer à travailler pour eux, à faire exactement ce qu'ils veulent et rester à leur disposition. Et puiser parmi vous quand ils auront besoin de vous, pour soit le maintien de l'ordre, pour soit amener des guerres chez eux, en Indochine, en Algérie ou dans d'autres nations. Les séquelles de tout ça, ça est là. Et le pire dans ça est que jusqu'aujourd'hui, elle n'a exprimé aucun regret, cette France. Il n'y a eu aucune réparation. Au contraire, elle a été payée, elle continue d'être payée. En parlant de la dette coloniale, on a passé toutes ces décennies à payer la France pour dire merci à la France de nous avoir colonisés. Qu'est-ce qui a noyé l'économie haïtienne? C'est cette dette coloniale. Et nous avons des gens qui sont instruits à ce 21e siècle, qui ne voient toujours pas où se trouve le problème, qui pensent que celui qui, à chaque fois, quand les mentalités se mettent à évoluer, change d'approche dans sa manière de nous exploiter, n'est pas capable de nous faire pire que ce qu'il nous a fait hier. Le général Lecointre est sorti pour dire que il était temps de réfléchir au niveau européen sur comment prendre les responsabilités concernant la Méditerranée et
les pays subsahariens. Parce que ce qui se passe là-bas les concerne. Que c'est pas acceptable qu'ils puissent voir des terroristes prendre le contrôle et des États entiers. Des terroristes qu'eux-mêmes ont créés et qu'ils financent. Ça veut dire quoi? C'est l'objectif de départ. Parce qu'il y a une dame, même, j'ai même pas retenu son nom, qui est sortie sur une chaîne, c'était LCI, non? Ou bien c'était CNews, pour affirmer que, est-ce qu'il n'était pas temps de recoloniser ces nations? Et les autres ont rebondi pour lui dire, oh là là, il faut éviter cette expression, il faut dire coopération, aide au développement. Depuis quand coopération et colonisation sont des synonymes? Moi, ça a toujours été comme ça, apparemment. C'est nous, on l'ignorait. Donc, c'est leur nouvelle appellation secrète pour la colonisation qui est la coopération. Et les gens veulent que nous, on reste sans rien dire, sans rien faire. Parce que ils ont tellement organisé leurs manœuvres que beaucoup de gens sont tombés dans le piège. D'abord, la première phase, avant la phase de la décolonisation, avait consisté à créer des nations artificielles à travers le tracé des frontières. Le tracé des frontières devrait être fait de telle sorte que on devrait mettre des peuples ensemble et essayer d'exacerber des tensions entre ces peuples progressivement, en tantôt se positionnant du côté d'un tel groupe ethnique, tantôt du côté d'un autre groupe ethnique, juste pour pouvoir donner l'impression aux uns aux autres que non, et là ils sont plus proches des Français que vous, et là ils sont plus proches des Français que vous, et vous les Français ne vous aiment pas, machin. Créer ce genre de situation pour qu'il y ait une cacophonie permanente, des dissensions permanentes, pour que ces États ne puissent pas exister dans la durée, le temps qu'ils préparent leur recolonisation, qu'ils évoquent avec fierté au XXIe siècle sur leur chaîne de télévision au vu aussi du monde entier qui ne branche pas du tout. Et chez nous, il y a des Africains qui ne prennent pas ça au sérieux, qui pensent que c'est un jeu. Mais aujourd'hui, vous voyez, on vous empêche d'exploiter ces richesses. C'est pour pouvoir les utiliser demain sans vous. C'est pour cette raison qu'on vous empêche. On vous dit, bon, on va vous nourrir, on va vous donner, on va vous emprunter, mais n'exploitez pas d'abord vos richesses. Ou bien on crée carrément des situations pour que vous ne puissiez pas exploiter ces richesses. On envoie le terrorisme chez vous, et après on vous envoie quelques soldats qui vont se bunkériser dans des casernes pour dire qu'ils sont là pour vous aider. Et des soldats à qui, sur votre sol, vous serez obligé de demander l'autorisation de survol de votre propre territoire pour pouvoir intervenir dans le cadre de la défense et la protection de votre propre pays. Ça, ce n'est qu'un pan de tout ce qui a été organisé pour que nous restions éternellement indépendants. Éternellement dépendants. Au-delà de ça, ils se sont accaparés nos ressources et notre monnaie. Et ils vous disent que non. Vous savez, pour que votre monnaie soit efficace, pour qu'elle ne se croule pas, il faut qu'on l'arrime à l'euro. Ça veut dire si l'euro tombe, ça tombe. Si l'euro monte, ça monte. Mais l'euro, c'est votre monnaie, c'est pas la nôtre. De Gaulle a dit aux Américains que la monnaie est le symbole, le pilier de la souveraineté d'une nation. Quand les Américains voulaient imprimer leur monnaie pour eux après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est cette même France qui a le monopole de l'impression de notre monnaie, qui gère une bonne partie de nos réserves, soit disant que ce sont des garanties. Et on prend une partie de ces réserves, mettre à la disposition du FMI et de la Banque mondiale, pour qu'on parte encore emprunter une partie de notre propre argent à des taux d'intérêt incroyables et conditionné aussi par le fait que quand on va emprunter l'argent, il va falloir que pour la plupart des cas, on parte prendre des experts français et autres pour venir faire le travail chez nous et leur payer l'argent que nous avons emprunté, sortir les mains vides, avoir l'infrastructure et avoir encore d'autres clauses qui vous diront que même dans 50 ans, si vous voulez remplacer un boulon de cette infrastructure, il faut que le boulon vienne de la France. C'est ça l'humiliation. Et ils disent que la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir, c'est de l'écrire dans un livre. Et notre jeunesse, pendant ce temps, est occupée à parler football,
à parler musique, à parler mapuka, à être dans l'amusement permanent, comme si notre vie était un jeu, comme si ça allait nous garantir un avenir meilleur. Et après, quand on veut leur parler, ils disent, non, ils viennent nous soutenir, ils viennent nous aider. Tellement les gens sont complexés. Des gens ont laissé des sans-abri dans la rue, dans leur propre pays. Mais ils vont venir vous aider sur quelle base? Pourquoi ils n'aident pas les leurs? Ils viennent vous exploiter, vous dominer. Et quand vous êtes obligé de prendre l'argent du FMI, de la Banque mondiale et autres, pour donner à leurs entreprises pour faire des travaux chez vous, ils avaient déjà pris des dispositions pour ça aussi. Parce qu'ils ont signé des contrats de non-double taxation. Toute entreprise de chez eux qui vient travailler chez vous ne paye pas l'impôt chez vous. Les entreprises là vont aller payer l'impôt chez eux. Donc vous avez emprunté l'argent pour faire des travaux dans votre pays et des travaux qui sont faits par des entreprises de ces pays soi-disant riches, laissant de côté les entreprises locales qui n'auront aucune chance de se développer parce qu'ils n'auront qu'à se contenter des petites miettes. Et quand l'entreprise étrangère va finir le travail, vos impôts n'auront rien dedans parce que cette entreprise est une entreprise française avec laquelle vous avez un contrat de non-double taxation. Ça veut dire que les entreprises françaises qui travaillent chez nous n'ont pas besoin de payer l'impôt chez nous s'ils payent l'impôt en France. Et nous, nos entreprises qui travaillent en France n'ont pas besoin de payer l'impôt en France si elles payent les impôts chez nous. Mais calculez par vous-même. Nous, on a quelle entreprise qui fait des grands travaux en France? Même s'il y a un appel d'offres, dites-moi, quelle entreprise africaine a construit un aéroport en France? Ou un pont en France? Ou une route en France? Et les gens vont vous dire que non, c'est ça les partenariats. C'est ça les relations. Mais c'est contre ça que nous, notre jeunesse s'est levée. C'est contre ça que ceux qui dirigent nos pays se sont levés. Parce qu'on a vu la supercherie. Nous avons vu que pendant que ces forces françaises censées être des amis, des forces alliées, avec lesquelles on avait des contrats de défense, des accords de défense, étaient installés dans nos pays, nos villages sont tombés progressivement aux mains des terroristes. Et ces gens étaient là, cantonnés dans leur base pendant que nos hommes mouraient. Et pire encore, ce sont ces mêmes alliés qui se levaient, qui nous espionnaient, qui faisaient des rapports permanents, en mentant même parfois sur nos forces de défense et de sécurité. Et au-delà de ça, leurs politiciens travaillaient avec les autres nations pour tout faire pour qu'on ne livre pas avec notre propre argent du matériel pour qu'on puisse se défendre. C'est dans cette supercherie que nous sommes restés permanemment. Pendant que vous êtes là en train de nous défendre, sur votre chaîne publique, vous avez des journalistes qui travaillent pour vos médias publics, qui accordent des interviews à des chefs terroristes que vous êtes censés nous aider à traquer et à retrouver. Vous payez des rançons à des narcoterroristes pour qu'ils puissent s'armer davantage. Et regardez les profils de tous ceux qui ont été soi-disant pris comme otages français dans la bande sahélo-saharienne, pour qui la France a dû négocier pour payer la soi-disant rançon qui n'est qu'un financement déguisé. Si vous regardez leur profil, la quasi-totalité d'entre eux, à quelques exceptions près là, soit ce sont des anciens FDS français, soit ce sont des géologues. Tu sens que c'est une opération bien huilée. Et pire encore, je l'ai répété ici à plusieurs reprises, dans l'affaire du Nord Mali là, Iyad avait été expulsé de l'Arabie Saoudite pour ses liens soi-disant avec des groupes extrémistes. Mais quelqu'un qui a été expulsé de l'Arabie Saoudite, qui est un État même qui pratique la charia, pour son radicalisme, comment est-ce qu'il a pu obtenir un visa après ça pour se rendre en France et avoir des rencontres avec les renseignements français dans différents cafés français dans les années 2010? Et pourquoi subitement, c'est dans cette période que des soi-disant travailleurs nigériens
travailleurs français sur le sol nigérien ont été enlevés par des terroristes et envoyés au Mali. Et c'est ce IAD-là qui venait de finir ses réunions, qui est revenu au Mali et qui a servi d'intermédiaire, qui a transporté les valises d'argent pour aller obtenir la libération. Et juste après cette libération, il lance le mouvement qui endeuille actuellement nos familles. Et quand on vous dit de réfléchir, les gens vous disent non, ne réfléchissez pas, ça n'a aucun lien. Ils nous aiment. Ils nous aiment. Et nous-mêmes, on les laisse rentrer entre nous parce qu'on a des organisations qui sont là, qui sont censées servir les intérêts de nos nations, qui sont censées servir de piliers pour que nous puissions être des hommes forts, qui peuvent eux aussi dans l'histoire du monde compter, qui peuvent eux aussi se faire entendre parce que Sarkozy nous a insultés à Dakar. Il est venu dire publiquement à l'université Cheikh Anta Diop, devant des cadres, des intellectuels africains, que le drame de l'homme africain qui n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Mais l'histoire nous ouvre ses portes, elle nous donne l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Mais même dans ça, on a des chefs d'État qui trouvent le moyen de s'aligner derrière ce que la France veut, au bénéfice de la France et contre leurs propres frères. Jusqu'à ce que des pouvoirs comme le pouvoir ivoirien mobilisent ses soutiens afin de soutenir la communication des terroristes contre leurs propres frères qui sont en train de se battre. Jusqu'à ce que le frère de Alassane Ouattara se lève pour aller en Turquie pour essayer de convaincre les Turcs de ne pas nous fournir de quoi utiliser pour nous défendre. Est-ce que ça c'est différent de la politique française chez nous? Est-ce que ça c'est différent de ce que les terroristes sont en train de faire subir à nos familles? Jusqu'à ce que toute l'institution de la CEDEAO se mette d'accord pour agresser le Niger, parce qu'il y a eu un changement de régime qu'ils considèrent comme anticonstitutionnel. Alors que celui qui est venu s'arrêter devant eux pour promettre un bataillon est un putschiste qui est en violation de la constitution de son pays, quelqu'un qui a fait organiser une rébellion, soit disant au nom de la démocratie. Quelqu'un qui a fait organiser une rébellion, fait couler du sang ivoirien pour pouvoir être candidat aux élections présidentielles. Parce qu'on a dit que sa nationalité est douteuse et qu'il manque tellement de respect à la République de Côte d'Ivoire qu'en plus d'avoir une nationalité douteuse, il n'a même pas une femme ivoirienne. Quelqu'un dans cette situation-là, c'est lui qui va se lever, briguer un troisième mandat en violation de la Constitution et lorgner même un quatrième. Et c'est lui qui va se lever pour venir s'asseoir pour dire qu'il allait envoyer un bataillon pour s'en prendre au Niger. Les Nigériens ont été privés de tout. Des femmes enceintes, des enfants, des bébés ont été privés de médicaments. Que c'est au nom de la démocratie. Et qui dit que c'est au nom de la démocratie? Les brigands, les voleurs d'élections, les gens qui ont fait 3 mandats et qui sont en train de lorgner un 4e. Des gens qui envoient un avion jusqu'en Mauritanie pour aller chercher un activiste ivoirien juste parce qu'il exprime son opinion sur les réseaux sociaux. Et les gens vont s'asseoir et puis regarder et penser que c'est normal. C'est digne. Mais tout ce que moi je sais est que l'AIS est le point de départ du changement. Et le succès de cette expérience vous incombe. Parce que vous, peuple, nous, peuple, nous devons aussi garder le flambeau allumé et très haut. C'est à nous de servir de bouclier tout autour de nos dirigeants actuels et de notre dynamique actuelle. Pour que quel que soit le prix, quels que soient les manèges, quels que soient les manigances, quel que soit ce qu'ils vont trafiquer demain, pour essayer de nous opposer, que nous on ne s'oppose jamais. Que nos forces de défense et de sécurité, que ces gens-là vilipendent, comprennent aussi qu'ils font partie de la ceinture sur laquelle nous comptons pour pouvoir faire avancer cette dynamique. Nous avons le devoir de solidarité si on veut survivre, si on veut devenir des nations libres, si on veut demain avoir notre place à la table des grandes nations. Qu'est-ce que le Qatar a plus que le Niger pour que les Qataris puissent vivre à l'aise? Qu'est-ce que la Libye de Kadhafi avait plus que le Mali? Qu'est-ce que la Suisse
a plus que le Burkina Faso. La Suisse est un pays enclavé comme le nôtre. À part les banques, qu'est-ce que la Suisse a? Nous avons de l'or. L'or que les plus grandes réserves utilisent comme garantie, pour garantir la convertibilité de leur monnaie. Nous avons l'uranium pour produire de l'électricité. Et la nation qui se dit experte en nucléaire, qui construit des centrales nucléaires dans différents pays pour des gens, exploitait ce uranium nigérien pendant des décennies et n'a même pas construit une mini-centrale nucléaire au Niger pour dire, bon, au nom du bon partenariat que nous avons votre uranium moins cher, prenez cette centrale nucléaire pour pouvoir être autonome en électricité et pouvoir vous développer. Jamais. Au contraire, pendant qu'ils exploitaient nos sous-sols, ils aidaient et finançaient des rebelles. Des narcoterroristes qu'ils appellent rebelles. Qui endeuillaient les gens dans le désert nigérien? C'était pas les Richard Agboul et autres. Et Richard où aujourd'hui il est à Paris, qui lui a accordé un asile politique. Et pendant ce temps de Paris, Richard continue d'appeler à prendre des armes contre le Niger. Et cette même France veut exploiter l'uranium de ce Niger, continuer d'exploiter l'uranium de ce Niger. Mais comme nous ne sommes pas maudits, arrivé à un certain niveau, on va devoir commencer à se dire les vérités. Ils se lèvent, ils utilisent leur presse jour et nuit. Les Peuls aussi, ils n'ont jamais aimé les Peuls, ils n'ont jamais aimé les Songo, ils n'ont jamais aimé les Mossi. Ils n'aiment personne parmi nous. Ils veulent juste nous diviser. Et quand ils veulent nous diviser, ils prennent un camp, ils essayent d'encenser ces gens, dans l'espoir de pouvoir recruter ceux qui feront le mal sur place. C'est comme ça qu'ils ont eu quelques narcoterroristes qui sortent pour dire qu'ils veulent créer une rébellion Touareg. C'est comme ça qu'ils ont créé le génocide rwandais. Parce que eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils étaient du côté des génocidaires. Et c'est comme ça qu'ils ont mis le Congo à feu et à sang. Et c'est comme ça que le Mali, ils ont mis le Mali à feu et à sang. C'est comme ça qu'ils ont fait égorger des fils du Mali à Guelhok. Pendant que les instigateurs de ce narcoterrorisme étaient assis à Paris. Et c'est de Paris, sur la chaîne France 24, qu'ils ont annoncé la soi-disant indépendance supposée de leur état fictif. Et aucune nation, aucune institution africaine ou régionale n'a dit un mot. Aucun pays africain ne se sent concerné par ça. La CEDEAO ne se sent pas concernée par ça. Ça ne la gêne pas. Mais elle est prompte à convoquer des réunions quand des sous-préfets de la France sont en danger sur nos terres. Mais nous sommes aussi des êtres humains. On mérite quand même de vivre avec dignité sur nos terres. On mérite quand même de vivre en paix sur nos terres. Mais ça n'allait jamais s'arrêter. On a vu le plan venir de très loin. Parce que le plan ne consistait pas seulement à exploiter nos ressources, ça consistait à tout faire pour nous empêcher de les exploiter. Quand vous voyez des soi-disant terroristes arriver dans les localités pour chasser les gens, pour les déguerpir, c'est pas pour les islamiser. Quand vous voyez ils partent tirer sur des gens dans des mosquées, dans des églises, c'est pas au nom d'une religion. Eux-mêmes là, la plupart des drogués qui partent faire ça ne savent même pas pourquoi ils partent faire ça. Mais en réalité, ceux qui les sponsorisent, qui les financent là, eux, ils sont intéressés par nos terres. Ils sont en train de vous repousser plus loin, progressivement, et occuper vos terres, transformer vos terres en zone de non-droit, pour pouvoir tranquillement faire leur trafic pendant que leurs sponsors viendront tranquillement exploiter ces ressources, ou bien préparer le terrain quasiment pour la prochaine recolonisation. Parce que nous-mêmes, on est déjà en train de s'entretuer par leur faute. Parce que c'est eux qui instrumentalisent une partie des communautés les unes contre les autres. Dans l'espoir de pouvoir arriver à ce résultat. Et nous, on est assis, il y a des gens qui sont là, qui se rabaissent à disserter d'une certaine façon qui fait vraiment pitié. Qui donne raison à Sarkozy, qui a osé dire que le drame de l'homme africain est qu'il n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Les gens s'asseyent chez vous, ils vous parlent de réchauffement climatique. Mais est-ce
que vous pensez que si demain, avec la montée des eaux, la fonte des glaces et autres, les terres deviennent invivables et que les seules portions de terre qui vont rester dans la zone à proximité de l'Europe, là, ça va être nos terres, là. Vous pensez qu'ils vont avoir un état d'âme pour vous exterminer afin d'occuper ces terres? Non. Vous serez prêt à vous défendre comment? Vous n'avez rien puisque même pour acheter des munitions à votre armée pour aller faire la guerre, vous êtes obligé d'acheter ça. Des indépendances en nos jours. Et tous vos cerveaux, quand on dit que quelqu'un est intelligent seulement là, on lui donne une bourse. Ou bien on crée des conditions pour lui donner un boulot, pour dire non, viens travailler dans cet organisme à l'international, ou bien viens travailler dans tel pays. De telle sorte qu'on ne peut même pas avoir nos cerveaux sur place. Et aucune nation, aucune institution régionale ou sous-régionale n'a réfléchi à ce problème, n'a réfléchi à la création d'un cadre, d'un hub qui peut permettre de récupérer des cerveaux pour pouvoir produire, ne serait-ce que pour la défense de nos nations sur place, sur nos terres. Mais les gens vont vous dire que c'est l'argent qui manque. Mais l'argent va toujours manquer puisqu'on vous empêche d'exploiter vos ressources minières. On vous empêche d'exploiter votre pétrole. Ils ont compris. Parce que ce que l'AES a commencé à faire là, la sécurisation, l'armée commune pour sécuriser tout ce qu'on a de stratégique, l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. Et de ça va sortir l'argent qu'il faut pour créer l'avancée scientifique et technologique qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la science? C'est quoi la technologie? C'est l'argent. Si le Qatar aujourd'hui, qui est un petit pays, veut des chercheurs là, les Français vont leur vendre ça. S'ils veulent créer une usine chez eux pour construire des avions, pour fabriquer des avions sur place là, mais les Français vont les experts français, américains et autres vont aller travailler là-bas parce qu'ils seront bien payés. Et ils seront payés avec quoi? Avec l'argent du pétrole. Donc, c'est pour ça que les gens ne veulent pas que nous, on puisse réussir à mettre en valeur ces ressources. Parce que dès qu'on va atteindre cette étape, dès qu'on arrive à les exploiter et à tirer profit de ces exploitations, on rentre dans l'autre phase de notre développement. Mais ça les inquiète parce qu'ils se disent, mais donc après tout ça, là, on va finir par un jour venir s'asseoir à la table des Nations Unies pour dire que nous aussi, on veut un droit de veto. Mais ça, c'est notre droit même, c'est le minimum. Figurez-vous que de toutes les nations noires africaines, aucune nation africaine en général même, n'a un droit de veto aux Nations Unies. Ça veut dire que tout le continent là, c'est comme si on est en train d'accompagner les autres. Et il n'y a même pas un seul bloc qui est contre le fait que nous n'ayons pas de droit de veto. Parce que les gens se cherchent. Chacun cherche ses intérêts. Et nous, qui cherchent nos intérêts? Qui défend nos intérêts? Et on a infiltré nos localités, les gens, par complexe d'infériorité et par mendicité ou bien par inconscience, préfèrent faire le sale boulot pour une ONG qui épie, qui espionne son pays, plutôt que d'accepter être du côté de sa République. Les gens, pour leurs petits avantages, ou bien à cause des petites menaces qui peuvent peser sur eux, préfèrent trahir leur nation, la dynamique, la marche de tout un peuple, juste pour pouvoir vivre à l'aise aujourd'hui. Et ça ne vous fait pas réfléchir. Donc c'est tout ça qui est en train de changer. Et Dieu nous a fait grâce, nous qui sommes là aujourd'hui. Nous sommes des acteurs de ce changement. Parce que je vous le répète quotidiennement, ce que nous sommes en train de faire ensemble, vous et nous, avec nos dirigeants, avec nos peuples, c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire. C'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Notez ça très bien. Et chacun peut choisir aujourd'hui sa place dans l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Tu veux que l'histoire se souvienne de toi comme faisant partie de ceux qui ont lutté pour rendre cette indépendance possible, de ceux qui ont lutté pour mettre fin au terrorisme, au massacre de nos populations, au déguerpissement de nos villages, de ceux qui ont lutté pour qu'on puisse exploiter de façon indépendante et rentable les ressources de nos nations au bénéfice des futures générations, ou bien tu veux que l'histoire se souvienne de toi comme d'un collabo qui a dénigré ceux qui se battaient pour nos terres, qui a dénigré les forces armées de nos pays, qui a menti sur eux, qui a tout fait pour rentrer dans une dynamique de division de nos populations. Chacun est libre de choisir sa place.
Personne ne va choisir ta place pour toi. Mais ne vous découragez pas. Il faut qu'on tienne le flambeau haut. Parce que c'est un devoir que nous avons. Nos grands-parents ont résisté, nos pères ont résisté. Nous, il nous reste à faire quoi? Nous avons l'obligation de vaincre. On n'a pas d'autre option. Nous sommes obligés de vaincre. Si nous ne vaincrons pas, nous aurons trahi leur mémoire. Et les gens s'asseyent chaque fois, ils vous amènent d'autres sujets pour essayer de vous divertir. Les gens vous disent, non, et écoutez, ils ont même dit qu'ils allaient faire quelque chose par rapport à la connexion reste chère. La connexion reste chère, les gens travaillent pour chercher des dynamiques. Mais nous, on est indépendants depuis quand? Toutes les technologies que nous avons là, ça a été importé par les défensifs. Ça va prendre combien de temps pour qu'on puisse avancer vers notre propre autonomie? La lutte pour être libre, là, ça demande du sacrifice. Et avant de te plaindre des aléas de la vie d'un pays en guerre, il faut penser d'abord à ceux qui ont tout sacrifié jusqu'à leur dernière goutte de sang, qui sont déjà tombés, qui ont accepté de déjà mourir pour cette cause. Parce qu'ils croient dans la République. Ils croient dans notre capacité de vaincre. Ils croient dans la nécessité de mener ce combat. C'est ce qui les a amenés à accepter, consentir ces sacrifices. Nous qui sommes vivants, qui avons toujours nos vies, il n'y a pas quelque chose que nous pourrons sacrifier qui vaut leur sacrifice. Il y a des veuves et des orphelins qui triment parce que le seul soutien de la famille est parti verser son sang pour cette nation. Mais ils comprennent le combat, elles comprennent le combat, leurs orphelins comprennent le combat. Eux tous comprennent le combat. Parce que c'est un devoir pour nous, personne ne va lutter à notre place. On a fait l'expérience, on avait des bases chez nous, on avait tout chez nous. On avait des soi-disant régimes démocratiquement élus chez nous. Mais c'est dans ça que tout est arrivé chez nous. C'est dans ça que nos villages ont été déguerpis. C'est dans ça que Solhan a été massacré. C'est dans ça que Seitanga a été massacré. C'est dans ça que Yirgou est arrivé. Mais si nous avons tout expérimenté, que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que nous devons comprendre que personne ne va lutter pour nous. Personne ne va vaincre pour nous. Et vous aussi, vous pouvez pleinement participer à cette lutte en partageant au maximum tout ce qui est bonne communication. Parce que la place de la communication dans cette lutte-là, elle est sans équivoque. Si vous voyez que la presse française prend son temps pour moi, personnellement, me consacrer des articles, et que les relais du régime ivoirien passent leur temps à me dénigrer, à essayer toutes sortes de choses contre moi, parfois même à proférer des menaces sur ma vie. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que quelque part, ils sentent que nous sommes sur la bonne voie. Et le type de communication que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une propagande, ce n'est pas un mensonge. Ce sont des faits qui sont là. C'est un appel à votre subconscient pour que vous puissiez vous réveiller, pour qu'ensemble nous puissions nous réveiller, pour savoir ce à quoi nous faisons face. Et le prix que nous devrons être prêts à payer pour pouvoir être des hommes libres, pour garantir la liberté à nos enfants. Parce que nous avons le choix entre nous battre aujourd'hui, oublier les distractions et autres, nous donner corps et âme pour cette nation, pour que nos enfants vivent libres demain, ou vivre comme des lâches, vivre comme ceux qui, de par le passé, n'ont pas fait grand-chose pour qu'on puisse s'en sortir et léguer des chaînes à nos enfants. Et vous vous rappelez bien qu'on a dit que quiconque reporte un combat inévitable le fait à son propre désavantage. Parce que cette lutte pour être des hommes libres, qui doivent pouvoir potentiellement rentrer en possession de tout ce qui leur appartient, c'est une lutte inévitable, ça va finir par venir. Mais nous, on veut la mener ensemble, ou bien vous voulez qu'on lègue ça à nos enfants et à nos futurs petits-enfants? Non. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de notre génération. Nos ancêtres ont résisté. Nos grands-parents ont résisté. Nos papas ont résisté. Mais je l'ai répété et je vais le répéter encore. Nous, notre devoir, à notre tour, c'est de vaincre. C'est de vaincre. Il ne faut pas qu'on vous effraie avec quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un même qui va sortir vivant de cette vie. T'es menacé de mort, ça va changer quoi?
Parce que de toutes les façons, nous tous qui sommes ici actuellement, dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera là. La seule chose qu'on va laisser derrière nous là, c'est l'héritage, le sacrifice, notre trace, notre marque qu'on a laissée dans l'histoire. Combien de gens sont passés à la même époque que Sankara? Vous vous souvenez de combien d'entre eux? Seulement de ceux qui ont osé, de ceux qui ont lutté, de ceux qui sont restés du bon côté de l'histoire. Ce sont eux qui sont dans nos mémoires. Les autres qui ont couru derrière l'argent, qui ont été financés pour pouvoir rendre compliquée la situation, même leur famille ne se souvient pas d'eux. Peut-être même d'autres ont leurs descendants aujourd'hui qui n'ont absolument même pas 2 repas par jour. C'est pour ça qu'il faut savoir faire ce choix. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ce combat-là, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont inventer des choses. Ils vont tout dire. Ils vont tout essayer. Mais restons concentrés sur l'essentiel. Parce que moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me suivre. Non. Ce que je demande aux gens, c'est d'écouter le message que j'ai à dire. Chacun a un cerveau. Chacun peut réfléchir. Est-ce que le message que je passe est un bon message ou pas? Est-ce que c'est dans notre intérêt? Est-ce que c'est vrai? Avec leurs histoires de presse française et autres, s'ils avaient l'opportunité, si nous, on était en train de raconter des mensonges, mais chaque jour, on allait sortir à la une de leur presse pour dire que voilà, on diffuse des fake news. À ce niveau, on ne se fait pas prendre à ce piège-là. On travaille à être droit, à dire ce qui est strictement vrai, que les uns et les autres doivent comprendre. Mais si les gens ont fait le choix de lutter contre cette dynamique, ça les regarde. Mais nous qui avons fait le choix, nous le grand nombre, le vrai peuple, qui a fait le choix de se battre pour se libérer de ces chaînes, on doit aussi se donner les moyens pour vaincre. Parce qu'il faut activement participer à cette communication. Il faut partager tout ce qui est bon et vous éloigner de tout ce qui ne nous arrange pas. Même par curiosité. Même par curiosité. Nous n'allons même pas regarder ce qui n'arrange pas notre lutte. Ce qui n'est pas en faveur de notre dynamique. Et avançons sur notre chemin. Parce que comme je l'ai dit, personne ne fera ça à notre place. Absolument personne. Même si on te donne 1000 milliards là, pour que tu trahisses cette cause qui engage la vie de millions de gens. Mais tu dois te dire quelque chose avec 1000 milliards là, même si tu achètes le lit le plus grand de la planète Terre là, tu ne peux qu'occuper la place d'une personne. Quels que soient tes moyens là, tu ne peux manger que ce qui peut te rassasier. Donc, regardez bien entre ça et l'avenir de millions d'âmes, de millions d'êtres humains. Réfléchissez-y pour savoir si le combat, ça vaut la peine d'être mené ou pas. C'était mon message pour vous et je compte sur chacun d'entre vous au sein de l'AES pour le partager. Et au-delà de ça, restons préparés parce que très prochainement, dans les prochains jours certainement, quand les organisateurs donneront la date, on va vous informer. Il y aura une très grande marche de façon simultanée dans les grandes villes de l'AES. Il faut que ça soit historique pour dire à la France et à la CEDEAO que nous sommes sur un chemin de non-retour et que nous allons accomplir notre destin. Nos grands-parents, nos ancêtres ont résisté. Nos grands-parents et nos pères ont résisté. Notre devoir, c'est de vaincre. Portez-vous bien et je vous souhaite encore une dernière fois un excellent samedi. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.